Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver à nouveau dans l'entretien du jour. Notre invité ce soir est écrivain, il est notamment l'auteur de Les enfants de Toumaï, paru en 2015 aux éditions Albin Michel. Mais ce soir, c'est pour ses prises de position publiques que nous le recevons. Thomas Dietrich, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci J'aurais pu rajouter à votre présentation polémiste. Ça vous plaît, ça ? Ah, c'est vrai que j'ai des prises de position assez tranchées, oui, qui me suscitent peut-être des ennemis. Mais vous savez ce que disait Clémenceau, quand on n'a pas d'ennemis, c'est qu'on n'a rien fait. oui. Donc j'ai l'outrecuidance de croire que peut-être j'ai fait quelque chose de ma vie, ou en tout cas j'ai pris des positions qui ne sont pas en accord avec la vision mainstream que certains peuvent avoir. Thomas Dietrich, pour qui ou contre qui vous battez-vous, en fait? Je ne pense pas que je me bats contre quelqu'un. Je me bats pour quelque chose. Oui. Pour une certaine forme d'indépendance. C'est vrai que j'ai des prises de position contre un système qui aujourd'hui au nid de tous, qu'on appelle la France-Afrique. Oui. Qu'on déclare mort. Elle est morte, non? Qu'on déclare mort à chaque élection présidentielle, mais on se rend compte qu'en réalité, elle continue à survivre, alors sous des formes diverses, et elle a encore beaucoup de soubresauts. Le monstre n'est pas mort. Pour une certaine forme de liberté aussi sur le continent africain. C'est vrai que moi, je suis d'origine française, mais on peut se battre pour la terre sur laquelle on n'est pas né. Je peux prendre comme exemple Laurence d'Arabie. On connaît tous Laurence d'Arabie, le fameux film, cet officier anglais qui allait se battre aux côtés des Arabes pendant la Première Guerre mondiale et qui a aimé cette terre, qui s'est choisi cette terre. Donc oui, j'ai peut-être la prétention de me battre, en tout cas de relayer certaines positions contre la France-Afrique et contre certains pions finalement de la France-Afrique que peuvent être les dictateurs africains. Ces dernières semaines, quand j'ai lu vos publications dans les journaux français, je me suis dit, ce Thomas Dietrich commence vraiment à nous énerver. Que cherche-t-il à démontrer? Mais je pense que je ne cherche pas à démontrer quelque chose. Je cherche à prendre des positions qui peuvent peut-être aider à faire avancer le débat. Peut-être si vous parlez, par exemple, de la tribune sur l'humanitaire, dans Libération. À la suite du scandale d'Oxfam. Voilà, vous dites décoloniser. Les agressions sexuelles. Moi, l'humanitaire, c'est quelque chose... Mon père était humanitaire. Mon père était médecin humanitaire. Donc, c'est un sujet que je connais relativement bien, peut-être par le petit bout de la lorgnette, mais quand même. J'ai constaté, c'est vrai que l'humanitaire est apparu à la fin des années 60, la guerre du Biafra. Il y a ce conflit monstrueux avec des photos, des images d'enfants rachitiques. Et tout d'un coup, dans l'image, arrive Bernard Kouchner et ses amis. Et d'ailleurs, ils permettent à ce conflit-là d'être médiatisé et de sauver des enfants. On a eu aussi l'image des boat people. Donc il y a toute une génération, celle qui a grandi à la fin des années 60, début des années 70, qui s'est construite sur ce mythe de l'humanitaire en France. Avec le revers de la médaille, certes, il y avait des actions louables, mais il y avait aussi cet esprit un peu paternaliste. Vous n'aimez vraiment pas l'esprit paternaliste? Non, je ne l'aime pas. Voilà, peut-être de se dire, on va sauver, pardon de parler trivialement, mais les petits Africains. Oui. Avec peut-être toute la bonne volonté du monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique se développe. L'Afrique est de plus en plus forte, économiquement, politiquement, sociologiquement. Elle arrive à développer des modèles qui lui sont propres. Donc, je pense que peut-être, elle n'a pas besoin de ce messianisme-là occidental. Voyez. Alors, l'humanitaire, il peut être utile en cas d'extrême urgence. Par exemple, si vous avez un tremblement de terre en Haïti ou si vous avez une guerre civile. En l'occurrence, c'était en Haïti qu'il y a eu ce tremblement de terre et que Oxfam était allé en urgence. On a vu ce qui s'est passé après. Ce qui n'excuse pas les agressions sexuelles qui sont absolument innommables et elles ont eu raison d'être dénoncées. Mais il y a eu un travail qu'on ne peut pas nier. Après, moi, ce que je trouve dommage sur l'humanitaire, c'est qu'on est passé de ce stade-là d'urgence, qui est louable, à une sorte d'humanitaire de développement. Oui. Ou par exemple, vous savez, si vous allez à la FNAC, vous achetez un livre et puis vous voulez l'offrir en cadeau, vous pouvez vous le faire emballer par des petits jeunes qui sont à la sortie et qui veulent construire un puits au Bénin. Est-ce que vous pensez que les Béninois ne sont pas capables de construire un puits? Bien sûr, et ils le feront mieux. Et c'est normal qu'ils le fassent. Et moi, ça me gêne parce que cette bien-pensance-là, justement, doit être combattue. On doit vraiment décoloniser l'humanitaire, la ramener à sa vocation. C'est de la provocation quand même. Décoloniser l'humanitaire, vous y allez fort quand même, non? Moi, c'est un état d'esprit que j'ai pu constater chez certains travailleurs humanitaires, pas tous. Oui.
On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Par exemple, vous avez un écrivain comme Jean-Christophe Ruffin, académicien. Il va tous les étés travailler au Burundi de manière quasi anonyme, soigner des malades dans un dispensaire reculé. Ça, ce n'est pas de la colonisation. Je parle de ces gens qui croient tout savoir, parce qu'ils sont occidentaux. Et c'est un sentiment très français. Vous vous souvenez qu'à la fin du 19e siècle, Jules Ferry, l'homme qui a rendu obligatoire l'école, a dit il faut imposer la mission civilisatrice de la France aux Africains, les Lumières. On a vu ce que la colonisation a donné. Donc moi, je pense que Sankara disait une chose très vraie. Il faut mieux faire un pas avec le peuple plutôt que 10 pas sans le peuple. Et vous pensez que ce qui se fait aujourd'hui en Afrique se fait sans le peuple ? Moi, je parle de l'humanitaire. De l'humanitaire. Je parle de l'humanitaire. Souvent, on le fait sans les pouvoirs publics. On ne peut pas considérer que, et je disais avant, certains dictateurs africains, tous les pays africains ne sont pas des dictatures. On a notamment l'Afrique de l'Ouest, qui peut-être, à l'exception du Togo et de la Mauritanie, connaît des avancées démocratiques, connaît des régimes de plus en plus soucieux de bonne gouvernance. Pourquoi ces ONG refusent de travailler avec ces régimes-là et continuent à faire ce qu'on appelle du planter de drapeau, à valoriser leurs propres actions, souvent au détriment de l'efficacité. À quoi ressemble finalement le bon humanitaire, on va dire ça comme ça, dans la tête de Thomas Dietrich ? Alors, je ne sais pas si c'est dans ma tête, mais je pense que les populations sont de plus en plus réticentes à toute forme d'ingérence étrangère, quelle qu'elle soit politique, qu'elle soit humanitaire, qu'elle soit économique. Je pense qu'ils veulent un développement intrinsèque, par soi-même. Et, par exemple, les Nations Unies l'ont très bien compris. Aujourd'hui, ils s'appuient, par exemple, le Haut Comité pour les réfugiés, s'appuie sur des ONG locales. Au Tchad, vous avez l'ONG ADES, qui est une ONG tchadienne, l'Agence pour le développement économique et social, qui reçoit de l'argent du HR et qui mène des actions dans les camps de réfugiés à l'est du Tchad et qui a développé des actions en les menant à l'est du Congo. Et c'est beaucoup plus utile parce qu'ils ont des employés locaux qui sont plus au fait des réalités du pays. Près d'1 millier. Oui, voilà, près d'un millier, mais il y a beaucoup d'exemples. Et je pense que peut-être le travail des grandes ONG de l'humanitaire, ça serait finalement plus passeur que acteur. Passeur de compétences, passeur de technologies, éventuellement passeur de financement, mais peut-être plus affiché au devant de la scène et laisser les locaux qui sont beaucoup plus à même de mener ces actions-là. Quel mal y a-t-il finalement de se dire nous allons, je prends un exemple, je vais au Togo, parce qu'il y a un vrai besoin par exemple dans la santé infantile, nous sommes une ONG et il y a des médecins, des infirmiers, etc. Et nous y allons pour y construire un dispensaire, essayer de soigner les gens sur place. Quel mal y a-t-il à cela ? J'ai parlé tout à l'heure du planter de drapeau. Oui. C'est souvent le problème des ONG. Je vais vous raconter une petite histoire. L'ONG CARE, grande ONG américaine, avait décidé que dans la région de Kara, au Togo, il n'y aurait plus d'enfants mal nourris. Oui. Donc, c'est un objectif tout à fait louable. Ils sont passés dans chaque village, ils ont nourri les enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent un poids donné en fonction de leur âge, et puis ensuite ils sont repartis. Mais quel résultat y a-t-il sur le long terme ? Finalement, est-ce qu'on ne gagne pas plus à appuyer les autorités locales dans un plan de développement de la santé, de dispensaires, ou par exemple dans un plan de développement agricole, puisqu'on lutte contre la malnutrition ? Je pense qu'il faut peut-être passer on fait sa petite tambouille dans son coin parce que forcément, on a des comptes à rendre aux donateurs, aux sièges dans les capitales européennes. Il faut passer véritablement à un développement qui soit coopératif, qui soit une véritable co-construction. Et si on prenait, par exemple, votre tribune comme, hypothèse de travail, et qu'on se dit désormais les ONG vont ressembler à ceci, et que toutes les ONG, l'humanitaire qui ne ressemblerait pas à ceci ne serait pas de l'humanitaire, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je suis contre. Je pense que je suis contre peut-être les généralités. On ne peut pas dire, par exemple, que Sophie Petronin, l'otage qui a été enlevé au Mali, à Gao, qui s'occupe des enfants des rues depuis 20 ans, est dans un esprit colonial. Mais on peut considérer que les grandes ONG, de par leur vision un peu paternaliste, ne sont pas les plus efficaces ni les plus légitimes pour mener le développement des pays. Et peut-être que ça serait au pouvoir public ou aux ONG locales de le mener. À un moment, l'humanitaire doit être vraiment, et ça j'insiste, cantonné à sa vocation d'urgence. On a un phénomène qu'on appelle le volontourisme, qui est présent en Afrique, mais qui est aussi présent en Asie. Ça veut dire que c'est des touristes assez fortunés, occidentaux, qui vont visiter des pays,
c'est très beau, l'Himalaya, c'est très beau, Angkor Wat au Cambodge, et en même temps, qui, pour se donner bonne conscience, parce qu'il y a toujours une volonté de se donner bonne conscience, vont donner 2 heures de cours d'anglais à des petits orphelins cambodgiens qui souvent ne sont même pas orphelins parce que derrière, il y a des trafiquants qui profitent pour faire du business et se faire beaucoup d'argent dessus. Donc il y a des véritables dérives de l'humanitaire qu'il faut combattre et qui jouent sur ce phénomène un peu de bien-pensance. Il y a eu donc cette tribune sur l'humanitaire et il y a celle que vous publiez sur le G5 Sahel, et là encore, vous dénoncez ce que j'appelle une fumisterie. Au fond, vous n'êtes jamais content. C'est ça votre problème. Ah, peut-être que je suis un empêcheur de tourner en rond. Alors moi, je trouve l'idée du G5 Sahel, donc c'est une force militaire composée de 5 armées, donc la Mauritanie, le Burkina, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et le Mali, qui est déjà mise en place et qui va être à la mi-2018 fort de 5000 hommes et qui va combattre le terrorisme islamique, puisqu'il y a un vrai danger. Et moi, je trouve l'idée louable, puisqu'on remplace l'armée française, qui est présente via l'opération Barkhane, par des armées nationales. Et c'est quelque chose de très important pour la souveraineté. Vous parliez avant de mes combats. Quand je parle de la France-Afrique, ça peut être le franc CFA, mais ça peut être aussi cette lutte-là contre la présence militaire française. Aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2018, il semble quand même baroque que 4500 soldats français soient en mesure de sécuriser le Sahel et fassent la pluie et le beau temps dans cette région, en soutenant notamment, non seulement ils luttent contre le terrorisme islamique, mais ils soutiennent les dictateurs de la région, qui ne font pas forcément... Qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils soutiennent les dictateurs de la région? C'est d'ailleurs ce que vous dites, au fond, entre les lignes. Écoutez, je vais vous prendre un exemple très simple. C'est peut-être ma marotte. Idriss Déby, le président tchadien. Voilà, j'ai été expulsé du Tchad. Vous m'avez reçu à ce propos-là. L'armée française, en 2006 et en 2008, l'a littéralement sauvé, alors que les rebelles étaient aux portes du palais présidentiel. Et aujourd'hui, il y a un soutien militaire très fort à Idriss Déby, mais aussi à Mohamed Ould Abdelaziz, le président mauritanien, qui est de l'autre côté, lui, il est beaucoup plus à l'ouest, mais qui est aussi réputé pour ses méthodes quand même un peu orthodoxes et très dures envers sa population. Mais pour revenir au G5 Sahel, moi, je trouve que l'initiative est très louable. Après, il y a plusieurs problèmes. Est-ce que ça va véritablement remplacer la présence militaire française? Ça, j'en suis pas persuadé. Pourtant, les armées africaines en ont les capacités. Ces armées tchadiennes, ces armées mauritaniennes ont montré qu'ils avaient les capacités pour repousser les djihadistes, notamment l'armée tchadienne qui a combattu avec beaucoup de courage au Mali en 2013, au sol notamment, qui a eu beaucoup de pertes pour repousser les terroristes d'AQMI qui descendaient au sud du Mali. Est-ce que le financement va être assuré? Là, le président Issoufou, donc le président nigérien, a annoncé que 414 millions d'euros ont été promis pour financer cette force-là sur un an. Sur un an. Mais il faut un mécanisme de financement pérenne. On ne peut pas être tributaire de la contribution non seulement de la France, mais vous avez les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Turquie, la Russie, des pays... Vous dites que cet attelage, ce n'est pas quelque chose qui peut rendre pérenne la lutte contre le terrorisme au Sahel. C'est des grandes puissances qui ont des intérêts et qui ont des fois des intérêts contradictoires. Donc moi je pense que ces pays-là sont riches. Le Tchad est un pays pétrolier, le Niger a l'uranium, le Mali a le coton, la Mauritanie a la pêche. Ils seraient tout à fait capables de financer leurs propres forces. Sauf que problème, il y a un problème de bien-gouvernance au Sahel. Véritable problème. Il y a une captation, pas partout, c'est à des degrés divers, des matières premières par une microscopique élite au pouvoir et qui ne redistribue pas ces richesses à la population ou pour financer des actions louables, que ce soit la santé, l'éducation ou le G5 Sahel. Le Tchad, le Niger, le Mali sont quand même dans les bas-fonds des classements internationaux. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Petit à petit, je pense qu'il faut préparer une évacuation de l'armée française parce que c'est une vraie question de souveraineté. Et c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez, parce qu'on agite un peu l'épouvantail du terrorisme pour dire, regardez, il y a le terrorisme, donc ça justifie qu'une armée étrangère occupe, parce que je pense qu'il faut dire les mots tels qu'ils sont, occupe des pays étrangers et fasse la pluie et le beau temps et, par exemple, maintiennent certains présidents qui ne seraient pas forcément désirés par leur peuple. Vous insinuez qu'il y aurait une entente tacite comme ça, où on agiterait la lutte contre le terrorisme comme un chiffon rouge pour se maintenir au pouvoir dans certains États en Afrique? Alors je pense qu'il ne faut pas me faire tomber dans la théorie du complot. La menace terroriste existe. Elle est très forte. Que ça soit par exemple dans le triangle Mali, Niger, Burkina Faso, elle est extrêmement forte. Mais
et c'est justement dans ce dont je parle dans la tribune, ces États peut-être exagèrent la menace terroriste pour justement imposer à leur population une présence qui peut être étrangère ou une restriction des libertés publiques. On a par exemple la question du Sud libyen. Oui. Au Sud libyen, c'est un chaos organisé. Vous avez un tas de milices qui font du trafic d'or, de voitures, de drogue, de migrants. Mais contrairement à ce que disent Idriss Déby, appuyé par son ami personnel Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, il n'y a pas de terroristes islamistes au sud libyen. Et donc, le mythe d'une incursion djihadiste qui déferlerait sur le Sahel via la Libye, pour moi, semble infondé. Pour vous, semble infondé. Et pour beaucoup d'observateurs de la région. Et pourtant, je n'ai pas la science infuse. Les armées qui sont là-bas, ceux qui tous les jours surveillent le passage, nous disent le contraire. Ou peut-être qu'il y aurait au sud libyen des rébellions, que ce soit tchadiennes ou nigériennes, qui menaceraient les pouvoirs centraux. C'est une réalité. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose de très important. Le terrorisme joue sur quoi? Sur la misère. Quand vous regardez les régions où le terrorisme prospère, que ce soit AQMI, que ce soit Boko Haram, que ce soit la Nouvelle Force, le Front de soutien aux musulmans et à l'islam, ils recrutent par exemple au nord Cameroun, au sud, au niveau du lac Tchad, dans la région des Trois Frontières, Burkina, Mali, Niger, ce qu'on appelle Fuseau-Centre, des régions qui sont complètement déshéritées, abandonnées du pouvoir central. Et donc, peut-être que la solution, ça serait le développement, la bien-gouvernance. Quand on donnera de l'espoir à ces jeunes, quand on donnera par exemple de l'espoir aux pêcheurs du lac Tchad qui voient leurs ressources halieutiques se réduire comme peau de chagrin, peut-être qu'ils n'auront plus envie de s'engager dans Boko Haram et devenir des fous de Dieu. Et c'est ça, et je pense qu'on ne réglera pas la question que par une approche sécuritaire, elle est essentielle. Mais on la réglera aussi par le développement qui est la base de tout. Thomas Dietrich, merci. Merci à vous. Juste une dernière question. Votre silence nous cache quelque chose? On vous retrouve bientôt en librairie ou pas? Vous savez, il y a toujours un livre sur le feu. Et comme tout écrivain, j'ai l'outrecuidance de croire que je peux écrire un grand roman. J'en ai peut-être pas le talent. Donc, je m'y attelle, c'est assez dur. Je me rends compte que je n'ai pas la plume de Rimbaud. Donc, voilà, ça se travaille, ça mûrit. Vous savez, l'œuvre est sur son chevalet. Donc, j'espère pouvoir vous proposer quelque chose bientôt et quelque chose qui sera grand. Ce sera le 3e roman. C'est ça, le 3e. Il paraît que c'est l'œuvre de la maturité. Oui, on verra bien, on jugera sur pièce. Voilà. Thomas Dietrich, merci beaucoup. Ne changez rien surtout. Merci d'être venu nous voir ici, ex-fonctionnaire du ministère de la Santé. Je l'ai dit, vous êtes écrivain et accessoirement trublion ou polémiste. Don Quichotte. Don Quichotte. J'ai beaucoup Don Quichotte. C'est parfait alors. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment sur Télé Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. Bonsoir.